Je vous souhaite à tous la bienvenue pour cette séance d'information. C'est une séance un peu spéciale. Aujourd'hui, on ne va pas vraiment parler de l'intervention systémique en tant que telle. Là, je vous renvoie vers d'autres webinaires que j'ai d'ores et déjà animés, que vous pouvez retrouver par l'intermédiaire du site du jardinier relationnel, bien entendu, où on éclaire différents points spécifiques à l'approche. Mais aujourd'hui, l'idée, c'était de se consacrer à la présentation du niveau 2 de la formation à l'approche systémique. Et sachant que la plupart d'entre vous qui se sont inscrits aujourd'hui ont déjà suivi en fait le niveau 1 de la formation, ou comme Samia le disait tout à l'heure, la journée que j'avais pu animer dans le cadre du DU de coaching. Et donc l'idée, c'est de donner un éclairage sur cette formation 2, qui est vraiment une formation qui permet d'approfondir la pratique. Elle est vraiment très orientée vers le, le- trouver plus d'aisance dans la pratique du modèle, parce que, comme vous le savez tous, bon, si le modèle est simple à expliquer, son acquisition en termes d'expérience demande un petit peu de temps, et d'ailleurs même, on a presque toute la vie pour se perfectionner sur la pratique de ce modèle. Donc voilà, on a déjà organisé un premier groupe, et là, l'idée, c'est de réussir à monter un second groupe qui aurait lieu à partir du mois de mai, pendant les 6 mois qui vont suivre. Enfin, 6 mois, je ne sais plus très bien, parce qu'on fait peut-être une pause pendant les vacances, et de mémoire, ça nous emmène jusqu'au mois de janvier. Mais là, les dates figurent aussi sur le site du jardinier relationnel. Toutes les dates sont indiquées. Alors, je vais décomposer ma présentation en deux temps aujourd'hui. Un premier temps que je vais consacrer à la présentation de la formation proprement dite, et un deuxième temps, bien entendu, pour répondre aux questions qui se poseront, questions complémentaires qui n'auraient pas été couvertes par notre préparation. Notre préparation avec Carole, donc, qui m'a donné un coup de main encore pour préparer ce webinaire d'aujourd'hui. Alors, en ce qui concerne la présentation donc, de cette formation de niveau 2, il s'agit donc d'une formation de 12 jours. C'est un temps de travail relativement conséquent, au travers de laquelle on travaille selon deux axes, en fait. Euh, L'entretien lui-même, entretien d'accompagnement, en fait, et aussi on travaille sur l'enchaînement des entretiens tout au long d'un accompagnement, en fonction de l'évolution de la situation des personnes accompagnées. Alors, cette formation, de notre point de vue et à l'expérience, est utile pour des entretiens qui seraient menés dans le cadre d'accompagnement individuel, mais aussi dans le cadre d'accompagnements qui sont plus collectifs. Pour ceux que j'ai pu initier donc au diagnostic interactionnel, même dans le cadre des diagnostics interactionnels, cette formation trouve tout son intérêt, parce qu'elle nous permet d'être beaucoup plus fin et beaucoup plus pertinent dans le questionnement stratégique que l'on va mener au cours des entretiens, qui vont nous donner de la matière pour réaliser notre diagnostic interactionnel. Et de toute façon, on verra un petit témoignage tout à l'heure, c'est aussi très pertinent dans l'interaction avec nos clients ou avec nos commanditaires, parce que ça nous permet considérablement d'affiner en fait la définition du besoin de notre commanditaire. Alors, on co-anime cette formation avec mon collègue Claude Duterme. Souvent, avec Claude, nous partageons les formations de niveau 1, et puis aussi, nous avons pour objectif de nous associer alors à ce moment-là pour la formation de niveau 2, parce que ça nous permet finalement de donner un regard croisé. Donc, Claude est mon partenaire depuis plus d'une vingtaine d'années. Ce qui est très intéressant avec Claude, c'est qu'à la fois on forme des personnes ensemble, mais aussi on intervient en binôme la plupart du temps auprès de nos clients. Donc c'est vraiment une expertise que l'on a pu développer ensemble, que l'on a plaisir à partager avec vous au cours de cette formation.
Donc, à qui s'adresse cette formation? En fait, elle s'adresse à, j'ai envie de dire, 3 natures de publics différents. Beaucoup d'entrepreneurs indépendants qui se sont lancés dans le coaching ou le consultanat, j'ai envie de dire, voilà, en libéral, mais elle concerne aussi une autre cible privilégiée qui est les, toutes les personnes qui sont des intervenants internes aux organisations, comme les coachs internes, comme les responsables de la communication interne, comme les consultants internes dans les organisations, puisque moi, j'ai eu la chance ces dernières années de former des équipes d'intervenants internes, soit coachs internes, soit consultants internes, autour de l'approche de Palo Alto, et qui font maintenant un travail très pertinent et qui me disent que vraiment la formation les aide systématiquement à avoir une intervention beaucoup plus fine et une meilleure articulation avec les parties prenantes au sein des organisations, là où c'est souvent un petit peu compliqué pour eux parce qu'ils sont un peu juges et parties, et donc ça les aide à se positionner beaucoup plus stratégiquement. Et puis le dernier public qui est vraiment aussi très intéressé, c'est le public des managers, en fait, qui sont eux-mêmes confrontés à un certain nombre de situations difficiles et qui se rendent compte que finalement, travailler, j'ai envie de dire, cette soft skill-là d'une lecture plus interactionnelle des situations, leur apporte davantage de confort, leur ouvre une marge de manœuvre beaucoup plus large pour aider à dénouer des situations qui parfois peuvent être un peu compliquées sur le plan relationnel. Donc, toutes ces personnes-là, du moment qu'elles ont suivi un premier niveau de formation avec l'approche de Palo Alto. Alors, ça veut dire quoi, suivre un premier niveau de formation avec l'approche de Palo Alto? Ça veut dire au moins connaître la grille d'intelligibilité de l'approche, les 5 questions qui constituent en fait le fil conducteur ou ou notre boussole en fait pour nous orienter en termes d'intervention interactionnelle et stratégique. Maintenant, pour en venir aux objectifs de la formation, en ce qui concerne Claude et moi, en fait, nous, ce qui nous importe au travers de cette formation, c'est plusieurs choses. C'est premièrement d'essayer de continuer, j'ai envie de dire, à vous contaminer, c'est-à-dire à vous partager le virus ou la passion qu'on a pour cette intervention, mais aussi partager notre expérience, parce que voilà, on se rend compte que plus on partage cette expérience avec les uns et les autres, plus finalement on fait avancer cette cause interactionnelle et stratégique au sein des organisations. Et donc, je pense que, enfin, en tout cas, ce qu'on nous dit, c'est qu'on est d'une grande générosité dans ce partage, au travers duquel on peut de toute façon partager nos dernières interventions, tout ça on le met en commun et on a plein d'exemples en fait qui nourrissent la formation. C'est pas juste une formation qui est orientée vers l'acquisition de savoir, bien entendu, mais plus vers le partage d'expériences. L'autre objectif, c'est de renforcer l'aisance des uns et des autres sur la pratique de la méthodologie, et parce qu'il faut aussi faire preuve de beaucoup de souplesse dans la pratique de ce modèle d'intervention, sachant que voilà, on espère à terme pouvoir nous former des professionnels de haut niveau qui soient capables de porter justement un regard quotidien. Donc voilà, notre intention, c'est avec votre aide de promouvoir une lecture plus systémique du management du travail. D'ailleurs, dans cette perspective-là, nous sommes en train de travailler à la mise au point d'un certificat qui validera les compétences acquises tant par les managers que par les intervenants externes autour de la pratique de cette approche de Palo Alto. Les objectifs de la formation pour vous, en fait, en tant que participant, premièrement, c'est d'approfondir et de pratiquer, c'est-à-dire, alors, approfondir et pratiquer. Alors là, on est à 2 niveaux, donc je vous le disais en introduction tout à l'heure, les étapes qui structurent chacun des entretiens stratégiques, que ce soit voilà, dans l'introduction, dans les moments où on va faire un travail de consolidation, dans les moments
où on va faire tout un travail de reformulation en fait, pour fixer la personne sur un point d'avancement par rapport à l'évolution des difficultés auxquelles elle est confrontée, mais aussi de l'accompagnement en fait des différentes phases que l'on va dérouler tout au long d'une intervention. C'est-à-dire que donc on travaille à un entretien et on travaille à un ensemble d'entretiens en même temps. Et on le fait en mettant l'accent sur principalement les techniques de questionnement, de reformulation, de recadrage, que l'on va faire en permanence finalement au cours de ces entretiens d'accompagnement. L'idée, c'est d'aider les personnes qui se forment à consolider leur position stratégique tout en développant une attitude respectueuse des personnes accompagnées. Alors, c'est-à-dire que on travaille un peu plus l'articulation entre position basse sur la relation et haute sur le cadre. C'est quand même vous qui guidez le travail, mais vous le faites toujours avec beaucoup de souplesse pour ne pas perdre le lien d'accompagnement. Et bon, malheureusement, parfois, ça nous échappe euh, parce qu'on n'a pas choisi le bon mot, parce que tout d'un coup, on fait un recadrage qui n'est pas tout à fait stratégique, ou on est un peu maladroit dans la proposition de la tâche. Et donc ça, ce sont des points que l'on va particulièrement travailler tout au long de cette formation. Dernier point qui demande du travail aussi, l'apprentissage important. Vous le savez tous très bien, dans le cadre de cette approche, on se focalise sur le blocage des tentatives de solutions qui ne fonctionnent pas, et on fait comment pour se focaliser sur ce blocage des tentatives de solutions? Eh bien, on le fait souvent par l'intermédiaire d'une tâche que l'on va demander à la personne ou aux personnes accompagnées. Et cette tâche-là, elle est souvent un peu paradoxale, donc elle n'est pas facile à formuler et elle n'est pas facile à vendre. Là, c'est un peu bon, c'est là que l'approche est intéressante parce qu'il y a tout un raffinement à trouver dans l'art et la manière de vendre les tâches. Et je crois que souvent les participants, enfin, nous partagent en fait que, bah oui, ils ont l'impression que nous, on a une grande aisance là-dedans, mais finalement, c'est parce qu'on l'a fait de nombreuses fois. Et donc, on espère vous donner l'envie de le faire de nombreuses fois, tout en vous donnant des tas de repères qui vous permettent de trouver les meilleures orientations stratégiques pour vendre le plus facilement ces tâches paradoxales qui vont venir bloquer les tentatives de solutions. Maintenant, donc le programme, donc je vous disais, c'est 12 jours de formation pour le niveau 2, articulé autour de 6 modules thématiques, dont l'ordre figure là sur le slide que vous avez devant les yeux. On commence par, j'ai envie de dire, le cadrage de la demande, le cadrage de l'intervention. On a appelé donc le décor et la scène, parce que j'ai envie de dire la qualité de la préparation, la qualité de l'obtention d'informations en amont de l'intervention va conditionner d'une manière très sensible la marge de manœuvre dont on va pouvoir disposer pour pouvoir intervenir correctement d'une part, et d'autre part, la mise en place d'un cadre qui va venir charpenter en fait l'intervention comme autant de points de repère par rapport auxquels on pourra se caler pour pouvoir gérer les interventions parfois un peu délicates auxquelles on est confronté à l'intérieur du travail que l'on mène. Deuxième module, nous mettons l'accent sur la relation et la communication dans le cadre de l'accompagnement et tous les efforts que l'on fait pour prendre soin de la relation, quelles que soient les interventions que l'on réalise tout au long de ce travail d'accompagnement. Troisième module, la définition du problème et la mobilisation. En fait, vous l'avez déjà expérimenté, même sans être formé à l'approche de Palo Alto. C'est pas facile d'amener les personnes à s'engager dans un changement. Et souvent, réussir à mobiliser les personnes pour un changement, c'est déjà arriver à une reformulation partagée de ce qu'est le problème auquel il s'agit de s'attaquer,
Et puis, c'est aussi prendre en compte de manière stratégique le contexte dans lequel l'intervention doit se développer, c'est-à-dire euh, 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 il faut pouvoir évaluer en fait et transformer et amplifier, j'ai envie de dire, le degré de mobilisation des personnes concernées, parce que selon les contextes, eh bien, on a des personnes qui sont plus ou moins clients pour un changement dans l'accompagnement que l'on réalise. Et donc, on a tout un ensemble d'interventions qui sont à réaliser pour clientéliser. Voilà, on a ce terme qu'on utilise souvent dans l'approche de Palo Alto qui est clientéliser pour un changement. Bon, bah, tout cet aspect-là, c'est ce que nous travaillons plus particulièrement à l'occasion du 3e module de formation de cette formation de niveau 2. Après, on va faire une focalisation sur les tentatives de solution, la compréhension de la boucle de rétroaction positive, feedback positive et la prescription des tâches donc, dans les entretiens d'accompagnement. Et puis, on consacre aussi un module à l'intervention sous contrainte. Parce qu'on trouve que dans le monde des organisations, finalement, il y a beaucoup d'interventions que l'on pourrait considérer, notamment des interventions de coaching, qu'on peut considérer comme étant des interventions sous contrainte, parce que la personne, entre guillemets, est envoyée en coaching. Et donc, on ne va pas travailler ça de la même manière que si la personne vient nous voir de sa propre initiative, par exemple dans le cadre de nos activités de thérapeute. Donc, en fait, souvent, travailler l'aspect de l'intervention sous contrainte, c'est amener le contraignant à préciser la contrainte, à amener le contraignant à préciser les indicateurs de changement qui lui feront dire que la personne a transformé les choses. Ça, c'est des choses que vous faites aussi dans votre pratique de coaching ou d'intervention, mais qu'on va affiner là et ce qui va venir nourrir en fait le lancement ou les signatures de contrats tripartites en faisant travailler à la fois les personnes accompagnées, mais aussi les donneurs d'ordre. Dans le dernier module, on met l'accent donc là sur le parcours stratégique et la fin de l'intervention parce que voilà, souvent on a des accompagnements individuels comme des accompagnements collectifs qui vont s'étaler sur une durée qui peut aller de 6 à 8 mois. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de savoir comment travailler avec l'évolution des personnes accompagnées tout le long de ce parcours. À partir de quel moment, par exemple, est-il pertinent de faire un travail de consolidation du changement? À partir de quel moment on va questionner les personnes sur peut-être l'identification d'objectifs complémentaires dans le cadre de l'accompagnement? Qu'est-ce qu'on peut faire si on fait des bilans intermédiaires tout au long de cet accompagnement-là, etc., etc. Voilà ce que l'on va travailler quand on parle du parcours stratégique d'un accompagnement, d'une situation individuelle ou d'une situation collective. Ensuite, en ce qui concerne, donc, je voulais donner un éclairage sur les exercices. Comment est-ce qu'on procède finalement dans le cadre de cette formation? En fait, on met donc un accent tout particulier sur le questionnement. Pour vous qui avez déjà un peu pratiqué l'approche de Palo Alto, vous savez comme moi que finalement on a plein de mauvais réflexes, entre guillemets. On a nos habitudes qui parfois sont tenaces, comme c'est un peu cette tentation que l'on a d'essayer de comprendre pourquoi la situation est telle qu'elle est, ce qui n'est pas nécessairement stratégique du point de vue de l'approche de Palo Alto. Et donc en fait, nous, on pense que quand on pratique, enfin dans notre expérience, en fait, la pratique de l'approche de Palo Alto, repose essentiellement sur la qualité du questionnement, inhabituel, puisque par exemple, on va aller questionner des séquences interactionnelles dans le cadre des accompagnements que l'on réalise. Questionner des séquences interactionnelles, c'est quelque chose qu'on nous apprend nulle part, en fait.
dans aucune de nos formations. Et donc là, on le travaille plus particulièrement. On travaille plus particulièrement cette qualité à aller chercher un enchaînement de séquences interactionnelles qui vont nous renseigner donc sur les redances interactionnelles à l'intérieur du système sur lequel on intervient. Puis, on va donc on met l'accent sur le questionnement et on s'entraîne à partir de situations qui sont amenées par les participants. En fait, à la formation, c'est pas un souci tout le monde parce qu'il y en a beaucoup qui sont intervenants, donc c'est soit une situation dans laquelle ils donnent un coup de main, soit une situation à laquelle ils sont confrontés eux-mêmes que l'on va travailler tout au long de ces exercices. Et là, on pourra les travailler sous différentes formes. Ce qui est assez intéressant souvent, c'est qu'on le travaille collectivement. C'est-à-dire que, alors on a une expérience, on parle de thérapeute multitête, on pourrait dire de coach multitête ou de consultant multitête. Donc on fait tourner le questionnement autour du groupe. On a une même situation, c'est-à-dire un des participants amène une situation et il est questionné à tour de rôle par les uns et par les autres. On donne la possibilité de poser 2 questions par personne. On enregistre tout ça, on fait une pause et puis on fait en fait vraiment des conseils individualisés à chacun. On reprend toutes les questions pour voir si elles ont été pertinentes, si elles ont été stratégiques, comment elles auraient pu être formulées différemment, etc., etc. Donc on fait ce travail très approfondi à partir d'un questionnement collectif. Après, on peut le faire aussi sur des exercices qui sont plus individuels et notamment, nous, on essaye d'utiliser au maximum le temps entre chaque module pour que chacun travaille de son côté, finalement, des situations, en se posant les questions que l'on aura pu voir ensemble au travers des modules et en allant rechercher des éléments d'information complémentaires pour affiner, en fait, sa compréhension de la situation et son intervention par rapport à cette situation. Peut-être une autre indication en fait sur notre progression pédagogique. Donc, on a un peu la main au départ, et puis au fur et à mesure que les mois avancent dans cette formation, on essaye de laisser un maximum la main aux participants de la formation pour donc ils reprennent à chaque fois les différentes étapes, le questionnement sur le décor et sur la scène, le soin apporté à la relation, le soin apporté au recadrage, aux reformulations, etc., etc. Et comme ça, ça nous permet d'observer en fait l'augmentation de leur aisance au fur et à mesure du déploiement des modules de cette formation. Et à la fin, on n'intervient pratiquement plus. Il y a quelqu'un qui amène une situation et il la questionne de A jusqu'à Z. Et ils réfléchissent à la proposition de la tâche et puis ils font tout le travail eux-mêmes sous notre supervision, finalement. Donc, c'est une grosse part du déroulement de nos journées. Sachant que on alimente aussi le travail d'apprentissage du décodage en fait d'un certain nombre de cas réels qui sont amenés d'accompagnement, qui sont des cas que l'on n'a pas montés, donc ce sont des vraies séances. Alors, ça peut paraître un peu long comme ça parce que des fois ça dure presque 1 heure en fait. On regarde, on fait des pauses, on pose des questions, on examine pourquoi la question est stratégique, qu'est-ce qui se passe. Et ce qui est très intéressant, c'est que on voit aussi en fait toute l'évolution en fait de la personne accompagnée, puisqu'on peut la suivre comme ça sur 2-3 séances. Et sur 2-3 séances, c'est assez fascinant en fait de voir avec quelle rapidité en fait les choses se transforment pour elle, avec des questions qui finalement apparaissent comme étant à la portée de chacun, si tant est qu'on se tienne à la rigueur de la pratique du modèle de Palo Alto. Donc voilà, alors pour terminer cette présentation, j'ai demandé en fait hier soir à la hâte les participants du premier groupe de la formation de niveau 2 que nous avions co-animé avec Claude, un témoignage. Alors deux ont eu la gentillesse de me répondre. Enfin,
même 3 aussi, mais j'ai eu que 2 témoignages pour l'instant. Peut-être qu'on complétera avec ça, avec l'aide de Carole, j'arriverai à enrichir encore cette page-là pour venir mettre quelques témoignages complémentaires. Et je vais vous les faire écouter. Peut-être, alors on va écouter Véronique. Alors Véronique, elle s'occupe de développement managérial dans le secteur de l'assurance. Alors c'est très sympa parce que Véronique, ça fait des années qu'elle a participé à la formation de niveau 1 et puis l'année dernière, elle a participé à la formation de niveau 2 et elle a toujours envie, elle veut le refaire, elle laisse passer une année et puis elle recommencera encore après, tellement elle trouve que voilà, il y a quelque chose d'assez fin finalement dans cet apprentissage-là. Je vous propose qu'on prenne 2 minutes pour l'écouter. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Véronique d'Angélis, ça fait 13 ans que je suis supervisée et accompagnée par Olivier. Alors la première chose que je souhaitais partager avec vous, c'est lorsque je l'ai découverte, cette approche lors du niveau 1, je me suis dit, intellectuellement, c'est une approche qui a l'air facile, qui a l'air simple, qui semblait presque évidente. Et quand il a fallu la mettre en œuvre, les difficultés là sont arrivées et la simplicité, elle est un petit peu tombée. Et en fait, il s'avère que au fur et à mesure qu'on la découvre, c'est une démarche qui est particulièrement subtile. Et d'ailleurs, c'est ce qui en fait qu'elle est redoutablement puissante. Et donc, je trouve que c'est cette subtilité qui justifie qu'on ne peut pas faire l'économie de se former et de prendre le temps de se former parce que c'est une démarche qui, je trouve, prend du temps à s'apprivoiser. Donc j'ai trouvé que sur le premier niveau, c'était un temps où on l'apprenait, on apprend à décortiquer, on apprend à voir ce qu'est cette démarche. Sur le niveau 2, on prend le temps de comprendre. Comprendre ce qu'elle est, comprendre ce que l'on fait, pourquoi ces différentes étapes, à quoi elles servent, de prendre le temps d'infuser pour mieux l'incarner et surtout de prendre le temps de l'expérimenter. Alors, on a un format qui était chouette parce qu'on était 7 personnes, donc c'était la possibilité d'échanger, de partager, et ça en faisait déjà une richesse. Après, on avait 2 formateurs pour nous, c'est grand luxe parce que ça permettait d'avoir des regards croisés, des formulations de l'un, des reformulations de l'autre, et donc ça a énormément participé à la compréhension et surtout à l'approfondissement de la démarche. Moi, j'ai trouvé que c'est vraiment une chance qui m'a été donnée de pouvoir suivre ce niveau-là. Alors, qui est appelé niveau 2 parce que c'est la suite d'un niveau 1, mais pour moi, c'est un niveau qu'il faut pouvoir s'autoriser à faire et à revoir. Voilà, on s'arrête là pour le témoignage de Véronique. Alors, c'était un peu, je crois qu'il manquait un petit morceau de son enregistrement, donc j'ai dû couper à ce moment-là. Et puis là, je vous propose qu'on écoute l'éclairage qui est donné par Christophe. C'est intéressant parce que c'est assez complémentaire, un petit peu différent de Véronique. Alors, on est dans un autre contexte. Autant, c'est intéressant parce que Véronique, c'est une intervenante interne. Christophe, lui, c'est plus un intervenant externe. Donc, c'est intéressant parce que voilà, il nous montre un peu ce qu'il a fait de l'approche de Palo Alto. C'est parti pour écouter Christophe. Bonsoir Olivier, ici Christophe. Écoute, c'est avec plaisir que je saisis au vol ton invitation à témoigner en vue de ton webinaire de demain, ce mercredi 29 mars. Alors quelques mots, écoute, cette formation niveau 2, moi elle m'a beaucoup apporté en matière de démarche de coaching. Et puis aussi, plus généralement, dans mes démarches finalement d'entretien, je pense notamment à des entretiens de nature commerciale dans lesquels il s'agit de faire exprimer par un client une situation qu'il a, une problématique qu'il a, et de le faire avancer et finalement de le faire exprimer véritablement un besoin beaucoup plus fin. Et ça, c'est vraiment en particulier grâce à ce que j'ai développé
j'espère, comme acuité, grâce à la formation, sur la thématique du décor et du cadre. Voilà. Donc, ne pas se précipiter, véritablement prendre en compte tous les éléments de départ avant de foncer, comme on pourrait être tenté de le faire, vers la problématique apparente du client. Ça, c'est vraiment le plus grand enseignement que j'en ai tiré. Et puis, je crois aussi avoir grandi en ce qui concerne ma démarche d'intervention. Et je réalise qu'il y a parfois beaucoup de choses qui font intervention. Une bonne question déjà, parfois, qui fait intervention. Une reformulation. Enfin voilà, je crois que j'ai développé des choses grâce à cette formation. Je l'espère, je le crois. En tout cas, je m'en trouve bien et je suis heureux de l'avoir suivi. Voilà, bah, écoute, je souhaite à ton groupe 2023 je souhaite à de nombreux et nombreuses personnes de le suivre et de faire un beau groupe pour bien profiter de cette belle formation. Excellente soirée, Olivier, et à bientôt. Au plaisir. Voilà, écoutez, j'arrête le partage et j'arrête ma présentation là. Allez-y, posez-moi des questions. Je suis à votre disposition maintenant pour répondre à tout ça. Je me lance. Vas-y, Samia. Voilà. Moi, j'ai pas suivi le niveau 1, mais j'ai fait, en fait, comme je te le disais, donc l'executive coaching à Cergy Paris avec le Palo Alto. Hein, donc, je voulais savoir, en fait, si on devait passer par le module, par le premier niveau pour passer au second niveau. Moi, voilà. Écoute, comme c'est moi qui ai animé d'executive coaching à Cergy, je sais que j'ai parlé avec vous de tout ce que nous voyons dans le premier niveau. Donc, en termes de savoir, tu peux ne pas être perdu dans la manière dont on va travailler. En revanche, c'est sûr qu'en termes d'expérience, il y aura un écart pour toi. Si tu avais la possibilité de suivre le niveau 1, je pense que ce serait mieux, ce serait plus étayé en fait, parce que tu aurais déjà pu acquérir tout un premier niveau d'expérience qui t'aiderait. Mais peut-être que le pari n'est pas impossible, si la formation te tente pour le niveau 2, de faire l'expérience, d'aller chercher, parce que de toute façon, il y a des éléments qui sont redondants entre le niveau 1 et le niveau 2. Enfin, tu vois, on parle de la même chose. Donc, il faudrait faire l'expérience pour voir. Je pense qu'il y a des choses que, compte tenu du travail d'information et de sensibilisation que j'ai fait auprès de toi, il serait probablement tout à fait envisageable que tu puisses aussi t'inscrire sur le niveau 2, en fait. D'accord. Merci. Merci, Olivier. Je t'en prie. Alors, est-ce qu'il y a une autre question? J'ai une question, Olivier. Dans le cadre de mon projet professionnel et personnel, je me destine, en tout cas, je souhaiterais être en capacité d'accompagner à un niveau plutôt d'équipe ou un niveau organisationnel certaines structures. Une des clés d'entrée de l'école de Palo Alto est de travailler évidemment sur les interactions, et souvent on les travaille de façon un peu individuelle, d'individu à individu, de personnes souffrant d'une situation, et puis l'autre émanant un certain nombre de symptômes. Enfin, je voulais savoir si dans le cadre de ce niveau 2, c'était une dimension qui était abordée et qui pouvait être développée, creusée. Alors, Julien, il faut que tu me rééclaires. Toi, tu as déjà suivi une formation à l'approche de Palo Alto? Alors, moi, j'ai suivi un DU en intelligence collective à l'université de Cergy. Aussi, oui. Voilà, je me suis passionné pour Palo Alto et j'ai pas suivi de formation plus poussée que ça, sinon que celle d'éplucher tous les ouvrages qui parlaient des dynamiques interactionnelles. Donc, des ouvrages de Palo Alto, j'en ai lu un certain nombre. Tu mettais à disposition, et c'était un grand apport pour moi, la thèse que tu avais réalisée
Oui, justement sur l'importance de la métacommunication. oui, 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 c'est ça. Et si tu veux, j'ai creusé le sujet. J'ai suivi une formation de cadrage de la demande sous un angle systémique qui était dispensée par. Dominique, Alors, c'est Dominique qui en est à l'origine et ça a été dispensé par Pierre Pierre, Goiran. Pierre, Ouais, mhm, Pierre mhm, Goiran. mhm, Donc, moi, j'ai pris mon angle là-dessus. C'est vraiment de pouvoir effectivement avoir un regard systémique sur les situations qui me sont présentées. oui, oui, Et, oui, et donc, c'est un point, parce que je suis quand même beaucoup tourné sur l'entreprise aujourd'hui. Et ce point-là est quand même un point sur lequel je me cherche. Et j'ai sûr. vu pas mal de programmes et c'est beaucoup dans. J'ai une question, Olivier. Je, dans le cadre de mon projet professionnel et personnel, je me destine, en tout cas, je souhaiterais être en capacité d'accompagner à un niveau plutôt d'équipe ou un niveau organisationnel certaines structures. Mhm. Une des clés d'entrée de l'école de Palo Alto est de travailler évidemment sur les interactions et souvent on les travaille de façon un peu individuelle, d'individu à individu, de personnes souffrant d'une situation et puis l'autre émanant un certain nombre de symptômes. Enfin, Mhm. et je voulais savoir si dans le cadre de ce niveau 2, c'était une dimension qui était abordée et qui pouvait être développée, creusée. Alors, Julien, il faut que tu me rééclaires. Toi, tu as déjà suivi une formation à l'approche de Palo Alto? Alors, moi, j'ai suivi un DU en intelligence collective à l'université de Cergy. Aussi, oui. Ouais. Voilà, je me suis passionné pour Palo Alto et j'ai pas suivi de formation euh, plus poussée que ça, sinon que celle d'éplucher tous les ouvrages qui parlaient des dynamiques interactionnelles. Donc, des ouvrages de Palo Alto, j'en ai lu un certain nombre. Tu mettais à disposition, et c'était un grand apport pour moi, la thèse que tu avais réalisée Oui, justement sur l'importance de la métacommunication. oui, 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 c'est ça. Et si tu veux, j'ai creusé le sujet. J'ai suivi une formation de cadrage de la demande sous un angle systémique qui était dispensée par. Dominique, Alors, c'est Dominique qui en est à l'origine et ça a été dispensé par Pierre Pierre, Goiran. Pierre, Ouais, mhm, Pierre mhm, Goiran. mhm. Donc, moi, j'ai pris mon angle là-dessus. C'est vraiment de pouvoir effectivement avoir un regard systémique sur les situations qui me sont présentées. Oui, oui, Et, oui, donc, c'est un point, parce que je suis quand même beaucoup tourné sur l'entreprise aujourd'hui. Et ce point-là est quand même un point sur lequel je me cherche. Et j'ai sûr. vu pas mal de programmes et c'est beaucoup dans l'interpersonnel. D'accord, d'accord. Et Julien, c'est toi qui m'avais fait enfin, partager les notes que tu avais prises justement sur ma thèse, sur une trentaine de pages, hein, c'est ça? C'est ça, j'en ai fait ma synthèse. Qui est gonflé, vu que toi, tu as fait la thèse, moi, j'ai fait la synthèse. Ah, c'était bien sympa. Mm. C'était hyper intéressant. J'avais lu ça avec beaucoup d'intérêt et de passion, mais on en avait échangé d'ailleurs. Oui, et puis on avait passé un peu de temps ensemble également pour la prise en main du jeu que tu as développé avec Ah oui, Maxence Albrou Resolvia, voilà. et Grégory, exactement. Oui. Donc en fait, non, mais c'est bien que tu aies lu, en fait, parce que dans ma thèse, je parle de l'utilisation de l'approche de Palo Alto pour des interventions collectives, en fait, hein. Mm. Je donne euh, trois exemples dans ma thèse d'accompagnement avec l'utilisation de l'approche de Palo Alto. Il y a un exemple sur une situation de harcèlement, il y a un exemple dans un conflit entre un délégué général Oui, comité de direction, oui. Mm. et son directeur financier, et il y a un exemple un peu plus complexe sur un comité de direction, effectivement, euh, où je suis intervenue. Donc moi, je n'ai pas d'outils différents. Enfin, je sais, je ne sais faire que l'approche de Palo Alto pour intervenir dans les entreprises, que ce soit à un niveau individuel ou à un niveau collectif. Alors, donc c'est la même grille d'intelligibilité de l'approche, c'est les mêmes 5 questions qui reviennent de manière récurrente. Simplement,
et j'en parle dans la thèse, ce qui est différent entre l'intervention individuelle et l'intervention collective. Il y a un certain nombre d'éléments. Par exemple, dans un accompagnement individuel, tu n'es pas avec la personne une fois qu'elle a quitté l'endroit où tu travailles avec elle pour retourner chez elle ou dans son entreprise. Tu n'es pas avec elle dans le système pour faire des interventions. Alors que quand tu fais une intervention collective, souvent, tu es en train d'intervenir dans le système. Tu vois, demain, en début d'après-midi, j'ai une intervention hyper importante sur une grosse mission qu'on a fait là depuis 1 an à Bruxelles. Et là, on est intervenant stratégique à l'intérieur du système. Donc, on fait tout ce qui est en notre pouvoir, mais avec la même grille de lecture pour influencer une évolution des interactions entre les uns et les autres. Mais là, on devient partie prenante du système. Donc ça, c'est une première différence par rapport à un accompagnement individuel, mais la grille est tout à fait valable. Enfin, c'est un guide extrêmement précieux pour penser nos interventions stratégiques dans ce système. Et l'autre différence tient dans la réalisation de ce qu'on appelle le diagnostic interactionnel. Et ça aussi, j'en parle dans la thèse de la notion de diagnostic interactionnel, de la même manière que Claude Duterme en parle dans son livre qui s'appelle « Intervention systémique dans les organisations », de mémoire, communication interne, intervention stratégique dans les organisations. Mais il y a 2 pages, en fait, sur le diagnostic interactionnel. Et en fait, ça, c'est vraiment notre outil privilégié d'intervention sur des systèmes beaucoup plus larges. C'est à la faveur de la réalisation des diagnostics interactionnels que nous allons comprendre l'homéostasie du système sur lequel il s'agit d'intervenir, parce qu'on va repérer les règles dans la banalité du quotidien de son fonctionnement qui fondent l'équilibre où il est arrêté là, d'accord ? Mais pour faire les entretiens qui nous permettent de recueillir de l'information pour mettre en forme notre diagnostic interactionnel, eh bien, il faut questionner correctement aussi. Et c'est pour ça que la formation qu'on fait là, elle a des visées tant pour les interventions individuelles que pour les interventions collectives. Elle est utile des 2 côtés. Et ce qu'on fait au cours de la situation, eh bien, finalement, comme il y a beaucoup d'intervenants extérieurs, souvent, ils ramènent des situations qui sont des situations d'entreprise ou des situations collectives auxquelles on répond en regard de la formation, tu vois. Merci beaucoup, Olivier. Je t'en prie, Julien. Emmanuel, tu as une question, un petit témoignage? Oui, j'ai une question et un témoignage. Bonjour à tous. Je travaille avec les écoles. Donc, je suis responsable de 21 écoles. Et le niveau 1 m'a ouvert les yeux sur ma façon d'être en communication, en relation avec les gens avec qui je travaille. Et j'essaye de mettre en pratique. Et à chaque fois, je me dis, est-ce que je l'ai bien fait? Et en fait, du coup, je prends plein de notes. Et quand je relis, je me dis, ah là, j'ai posé une bonne question comme il fallait que je la pose. Et je suis très contente. Je vois que mentalement, ça prend forme dans ma tête, quoi. Voilà. Je viens de comprendre un truc là, c'est la position basse sur la relation et la position haute sur le cadre. J'avais pas tout à fait saisi. Là, j'ai bien compris le truc. C'est-à-dire, moi, je suis inspectrice de l'éducation nationale, donc il faut que je travaille la relation, mais en même temps, c'est quand même, je dois poser le cadre. Et on a vu ensemble avec un cas d'un enfant, c'est le jour et la nuit. Merci, Olivier. Entre quelqu'un qui a la lecture interactionnelle et quelqu'un qui ne l'a pas, moi je pense que quelqu'un qui a une lecture interactionnelle de la situation, il sera susceptible de moins alimenter le problème par ses tentatives de solution que quelqu'un qui n'aurait pas cette lecture systémique et interactionnelle, tu vois. Donc voilà. Alors parfois il y a une petite limite parce qu'il y a des enjeux, tu vois. Là, prochainement, je vais probablement, je dois intervenir auprès d'une équipe de police à l'intérieur de laquelle il y a des conflits. Le directeur général des services est un peu embarrassé et pourtant il connaît l'approche de Palo Alto. Mais bon, voilà, c'est des circonstances
très spécifiques. Donc, en fait, c'est un peu ça qu'il faut examiner. Il faut voir un peu avantages, inconvénients et quels sont les risques liés à une différence entre des accompagnements individuels et des accompagnements collectifs. C'est que parfois, dans les accompagnements collectifs, on a plusieurs accompagnements individuels à conduire parce que dans une situation, on va avoir plusieurs parties qui vont être clients pour des choses un peu différentes par rapport à la situation, mais répondre à leurs attentes fait avancer un peu l'évolution globale du système. Donc moi, j'ai envie de dire, un peu bizarrement, un peu paradoxalement, hein, c'est plus on a de demandeurs dans un système, plus on a de chances de pouvoir changer le fonctionnement du système. C'est autant de possibilités d'intervention. Autant de demandeurs, autant de possibilités d'intervention par rapport au système. Bon, après, il faut faire un ajustement, mais selon les demandes de chacun, mais c'est à chaque fois une possibilité différente de faire évoluer le système. Est-ce que dans ce niveau 2, est-ce qu'on arrive justement avec la formation à mettre un diagnostic le plus proche possible, parce que c'est ça qui est le plus difficile au départ, c'est ne pas poser un diagnostic qui soit à côté et de partir, parce que tout dépend du diagnostic. Après, on part sur des voies en fait qui sont pas bonnes, quoi, et qui peuvent pas aider quand même donc le client. Est-ce que c'est, voilà, ma question, est-ce que c'est vraiment, ça nous apprend en fait à ajuster donc le diagnostic? Ben, tu vois, le témoignage qui était apporté par Christophe, il était tout à fait édifiant de ce point de vue-là. Et c'est très intéressant parce que Christophe, c'est une personne qui est pleine d'énergie, qui avait un grand souci de comprendre justement un peu la demande des clients, etc., etc. Et en fait, il a beaucoup progressé dans sa manière de faire ce diagnostic amont en ralentissant dans justement sa manière de questionner, c'est-à-dire en évitant en fait de projeter des représentations qui pouvaient se faire parfois peut-être trop vite dès qu'il avait des informations à sa disposition, mais en augmentant un questionnement prudent, curieux, élargi, très riche, en fait, du coup, il avait une lecture beaucoup plus fine de ce qui posait problème à l'intérieur de la situation, ce qui lui permet aujourd'hui, en fait, de penser son intervention de manière beaucoup plus stratégique par rapport au système sur lequel il intervient. Ok, merci. Olivier, en termes de timing, je ne sais pas si c'est dans le cœur de nos échanges, mais Oui. donc il y a des sessions qui s'annoncent sur 2022. Est-ce que tu as programmé 2023, pardon? Est-ce qu'il y en a qui s'annoncent sur 2024? Donc là, on a reporté en fait le début de la prochaine session jusqu'au mois de mai et ça va nous emmener jusqu'en janvier 2024. D'accord? Les 6 sessions sont étalées jusqu'en janvier 2024. En fait, moi, c'est assez récemment que je recommercialise des formations pour mon propre compte. En général, le public qui assiste aux formations sont des personnes qui sont extrêmement motivées par l'approche interactionnelle de Palo Alto, qui se sont dit, ah ben tiens, voilà, ça c'est vraiment une approche qui me correspond. Là, j'ai envie de dire, on est entre mordus de l'approche de Palo Alto. Et donc, ça nous amène à aller beaucoup plus loin, en fait, dans nos échanges. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de recommercialiser des formations, ce qui me permet d'avoir des cohortes de personnes qui sont susceptibles de former le niveau 2. C'est une formation en distanciel ou en présentiel ou mixte? Alors, en fait, ça peut être mixte. C'est mieux si... Nous, on part sur l'idée que la formation est en présentiel. C'est quand même beaucoup plus fin, beaucoup plus qualitatif, les échanges qu'on peut avoir. Mais l'année dernière, sur le groupe qu'on a réalisé, on a fait un travail aussi d'équilibriste, puisqu'en fait,
il y avait Franck qui était en Afrique du Sud. Il est venu partager un module avec nous, mais il a suivi la plupart des modules à distance. Et il y avait Sylvie qui était aux Antilles. Et ben voilà, on a fait de l'hybride entre les Antilles, l'Afrique du Sud et Paris. Et il y avait une super ambiance dans le groupe. Enfin, c'était vraiment très bien. Donc, nous, notre souci, c'est vraiment d'essayer de faciliter les choses pour ceux qui sont intéressés par la formation. Tu vois, donc, mais si vous êtes là, c'est toujours mieux, c'est sûr, que distanciel, quoi. Et souvent, on enregistre aussi la formation. Comme ça vous permet, vous, de retravailler avec le replay en fait, des enregistrements. En fait, ça permet d'approfondir aussi. D'accord. Merci. Ok. Voilà, si j'ai répondu à toutes vos questions, je vous propose qu'on en reste là pour aujourd'hui. Bien entendu, je me tiens à votre disposition, n'hésitez pas pour aller plus loin si vous le souhaitez.